Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lutte contre la sédentarité. C'est un sujet important pour les kinés, pour les rééducateurs, pour tous ceux qui sont au contact des patients. Je m'appelle Smaïn Benarbia, je suis kiné ostéo depuis 15 ans maintenant. Je suis formateur aussi avec l'ITMP, vous avez vu juste avant. Et j'ai écrit un livre qui s'appelle Ma Bible de la kinésithérapie, dans lequel je parle justement, j'ai tout un chapitre sur la sédentarité. C'est un sujet important pour nous les kinés. C'est un type de patient avec lequel on est confronté à chaque rééducation et avec tous les âges, dans toute notre prise en charge, on doit justement s'intéresser à leur sédentarité, à essayer justement de l'évaluer et de trouver justement le moyen de lutter efficacement. Donc aujourd'hui, on va essayer de réfléchir ensemble, mais je vais vous donner quelques points sur lesquels j'ai réfléchi déjà et quelques avancées justement sur la sédentarité. D'abord, on va essayer de redéfinir la sédentarité. Bien souvent, chez vos patients, vous allez voir que si vous leur parlez de sédentarité, ils vont confondre avec le manque de sport, le fait qu'ils ne soient pas sportifs, ils vont se considérer comme sédentaires. C'est un petit peu différent parce que la sédentarité, ça va être tous les moments où vous êtes éveillé, vous êtes en situation d'éveil et vous avez un faible niveau d'activité, une faible dépense énergétique. Donc ça va être tous les moments où vous êtes assis ou couché. On a deux modes d'action, soit on est en sommeil, soit on est en éveil. Quand on est en sommeil, on est inactif forcément. Et quand on est en éveil, on est soit actif, soit inactif. Plus on va passer du temps à être en éveil inactif, plus on va être considéré comme sédentaire. Donc c'est vraiment un continuum entre toutes ces situations qui vont se cumuler dans la journée. Et plus on va les cumuler, plus on va être considéré comme sédentaire. On a la capacité justement d'être éveillé et d'être actif toute la journée. Ça, on l'a hérité de nos ancêtres qui, pour survivre, avaient besoin de chasser, de cueillir, de monter aux arbres, de se réchauffer. Aujourd'hui, avec l'évolution et avec tout ce qu'on a acquis comme évolution avec l'élevage, avec l'industrialisation, on est devenu sédentaire, on n'a plus besoin de se déplacer, on n'a plus besoin de se réchauffer, on n'a plus besoin de survivre. Mais aujourd'hui, paradoxalement, on doit survivre, on doit lutter contre cette sédentarité et on doit justement, pour améliorer sa santé, pour entretenir sa santé, lutter contre cette évolution qu'on a acquis. Donc aujourd'hui, on doit trouver les moyens de lutter contre cette sédentarité, qu'on soit un nourrisson ou qu'on soit une personne âgée. Donc ça va toucher vraiment tous les types de populations et tous les types de patients qu'on va avoir au cabinet. On peut se dire qu'aujourd'hui, on est tous sédentaires et qu'on a tous besoin justement de trouver le bon moyen de lutter contre cette sédentarité. On va partir de l'enfance, donc l'enfance avec le nourrisson qui n'est pas stimulé, qui est toute la journée assis, toute la journée sur un transat, avant l'âge de se déplacer. S'il ne bouge pas, il peut être considéré comme sédentaire. Les recommandations, c'est de le mettre sur le ventre au moins 30 minutes par jour. Donc s'il n'est pas du tout stimulé avant de se déplacer, il peut avoir des retards psychomoteurs. Donc nous, on les a aussi parfois en rééducation. Des simples retards psychomoteurs peuvent arriver en rééducation. Bien souvent, les parents ils s'inquiètent autour des 1 an. Je ne comprends pas, mon enfant il ne marche pas. 2 ans, parfois ça, avec des retards assez importants. Donc c'est assez réversible à cet âge-là, quand c'est nourrisson. Ça peut donner aussi des plagiocéphalies, le fait d'être immobile, avoir la même position. Ça peut donner des plagiocéphalies positionnelles. Ça peut donner aussi des retards moteurs, mais tous des retards de langage, donc, parce que le développement moteur est lié justement au développement du langage. Et à cet âge-là, c'est encore réversible. Et en rééducation, si la rééducation est bien menée et assez régulière, ça peut être totalement réversible. Mais déjà, on peut avoir des signes de sédentarité, des conséquences de la sédentarité chez un nourrisson. Ce nourrisson, il va devenir un enfant et on sait que 37% des enfants sont considérés comme inactifs. C'est-à-dire que physiquement, il ne se passe rien, ils ne bougent quasiment pas. Pourquoi ? C'est dû justement à l'explosion des écrans. Les recommandations en termes d'écran avant 2 ans, normalement, c'est totalement interdit. Après 2 ans, c'est normalement moins d'1 heure. Et là, on est en moyenne entre 3 à 4 heures par jour d'écran, en moyenne, et ça double le week-end. Donc ça a donné, pour la France, un score de 119e position sur 146 pays en termes d'activité chez les adolescents. Donc on est très mal placé en termes d'activité. Tous les pays développés, tous les pays où les écrans sont fortement développés, ont un indice d'activité chez les enfants qui sont
très faible. Donc même, c'est un problème de pays développés et c'est un problème à prendre en considération. Chez les étudiants et chez les jeunes adultes, c'est encore pire. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vers 16 ou 17 ans, il va y avoir un décrochage de l'activité physique, souvent chez les filles en plus. Donc une population qu'on a souvent en cabinet et qu'on a en rééducation parce qu'elle développe des douleurs, par exemple les fameuses syndromes rotuliens de la jeune fille, ou alors des maux de dos, tout ça, et elles vont décrocher avec l'activité physique, elles vont arrêter le sport. Et nous, en tant que rééducateurs, on doit aussi les ramener vers cette activité physique pour que, justement, ce ne soit pas une excuse pour encore plus se plonger dans la sédentarité. Donc nous, on a une position privilégiée, on leur redonne l'accès au mouvement. Donc c'est important, justement, à cet âge-là, de savoir qu'il y a un décrochage assez important, qu'on n'est pas tous égaux face à ce mouvement. Donc souvent, chez les filles, encore plus que chez les garçons. Et c'est assez important, justement, voilà, de le savoir et de savoir que 2 jeunes sur 3 sont à la fois inactifs et sédentaires. Donc ça veut dire qu'ils regardent les écrans plus de 2 heures par jour et ils font moins de 60 minutes d'activité quotidiennement. C'est ça les recommandations normalement. S'ils ne respectent pas les recommandations, mais ils vont vers une sédentarité qui peut être réversible à cet âge-là encore. Il n'y a pas encore des conséquences irréversibles, mais ça peut donner justement des adultes sédentaires. C'est de modéré à intense. Après, en fait, il y a quelques notions qu'on va revoir sur les recommandations plus précisément. Mais pour que ce soit plus simple, en fait, il faut retenir que c'est 60 minutes d'activité de modéré à intense par jour pour les jeunes. Parce qu'on connaît tous les recommandations pour les adultes, c'est 150 minutes d'activité modérée à intense ou 75 minutes d'activité intense par jour, par semaine. Mais chez les enfants, c'est différent. C'est 60 minutes par jour d'activité modérée. Et en plus, il faut orienter ces activités vers l'apprentissage moteur, vers les habilités motrices, vers l'équilibre, vers voilà, la marche, vers le saut. C'est des activités qui doivent être normalement orientées pour justement stimuler son développement moteur. Ça, ce sont les recommandations données par l'OMS. Donc ce jeune qui a été sédentaire va donner un adulte souvent sédentaire. Un adulte sédentaire, c'est là où justement tout va s'exprimer. Et j'ai envie de vous dire, c'est là où les pathologies chroniques vont arriver. Donc c'est là où il faut être encore plus prudent parce que jusque-là, c'était plus ou moins réversible. Quand on est étudiant, il y a 80% des étudiants qui ne respectent pas les recommandations. Donc là, les recommandations pour les étudiants, c'est 150 minutes par semaine. Donc ça fait 30 minutes de marche, par exemple, 30 minutes de marche par jour sur 5 jours. Et la plupart des étudiants ne le font pas. 80%, donc c'est énorme. Et chez les adultes, il y a 47% des femmes et 29% des hommes qui sont physiquement totalement inactifs. Donc là aussi, il y a du boulot à faire en tant qu'iné pour justement tous ces patients-là, leur redonner une activité qui est adaptée à leur niveau. S'ils n'ont jamais été stimulés, qu'ils n'ont jamais fait d'activité physique jeune, ben ça va être peut-être à vous de trouver la bonne activité. Ça peut être tout simplement la marche pour le début, mais ce sera déjà pas mal de les remettre à la marche s'ils ne marchent pas du tout. 80% des adultes passent 3 heures par jour sur les écrans. Bon, ça, je ne vais pas vous faire un dessin, vous l'aurez compris, hors travail. Et ça peut passer à 12 heures en moyenne de station assise les jours travaillés. Donc, c'est assez important. Et un autre fait aussi, donc là, un adulte sur 3 est à la fois inactif et sédentaire. Donc, il ne respecte pas les recommandations, 150 minutes ou 75 minutes par semaine. Et en plus, il a un comportement très sédentaire, c'est-à-dire que il va passer beaucoup de temps soit assis, soit couché, sans dépense énergétique. Donc là, il va y avoir des conséquences sanitaires qu'on va développer, que je vais vous expliquer. Il y a une inégalité justement dans les sexes qui est assez importante. Je vous le disais, chez les jeunes filles, bien souvent, elles décrochent avec l'activité physique. Donc ça, c'est important justement pour nous en tant que rééducateurs de leur expliquer que elles sont plus à risque de décrocher et d'être sédentaires. Donc il faut vraiment les sensibiliser à ça. Chez les jeunes, c'est pareil. Chez les adultes, ça va se transférer. 70% des hommes ne respectent pas les recommandations et 52% des femmes. Et en termes de licence sportive, ça se retrouve aussi. Donc il y a plus de licences chez les hommes que chez les femmes. Donc ça va justement augmenter le temps
d'activité physique, le fait d'avoir une licence sportive. Donc, voilà. Donc il faut inciter les filles, les jeunes filles et les femmes justement à se licencier et à faire attention encore plus à leur activité physique parce qu'elles ont tendance justement à avoir dans la vie de tous les jours plus de tâches quotidiennes, plus de garde d'enfants, moins de temps justement pour développer une activité physique. Et c'est ce qui fait qu'il y a une différence dans les pourcentages entre l'activité physique des hommes et des femmes. Les conséquences médicales elles vont s'exprimer à l'âge adulte. Donc à l'âge adulte, ça va être toutes ces conséquences médicales. Jusque-là, il va y avoir dans l'enfance de l'obésité, du surpoids qui va se développer, mais pas encore de pathologie métabolique. Par contre, à l'âge adulte, on a beaucoup plus de risques. On a beaucoup plus de risques de faire des maladies cardiovasculaires, 2,5. Beaucoup plus de risques de faire un diabète, 2 fois plus de chances si on est sédentaire et qu'on est inactif en plus. Le cancer aussi, il va y avoir une incidence sur le cancer du côlon, le cancer de l'endomètre et du poumon, donc des pourcentages assez importants. Sachez qu'une heure de moins dans la journée, ça va réduire votre risque de cancer de 30% presque et 60% de maladies cardiovasculaires. Une heure seulement de moins, donc c'est important justement, c'est une information à donner à son patient. Faire une heure de moins, enfin regarder une heure de moins les écrans, c'est assez facile pour tout le monde. On regarde le temps d'écran, on essaye de le calculer et se dire qu'une heure de moins, ça peut déjà améliorer sa santé. Rester aussi 4 heures, moins de 4 heures assis, ça peut faire évoluer et ça peut jouer sur ces facteurs de risque, sur les risques cardiovasculaires notamment. Il y a des risques d'obésité, des risques d'anxiété aussi, donc que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour le jeune adulte, l'adolescent ou l'étudiant. Il y a aussi un risque de repli social et d'anxiété qui est assez important et qui s'est marqué dans les études. Donc un jeune ou même un adulte qui va être sédentaire va avoir beaucoup plus de risques de faire de dépression et il va développer aussi des troubles de la concentration. Donc ouais, vous pouvez l'aider. Le plus souvent, nous, il nous arrive en cabinet avec des troubles musculo-squelettiques, avec des pathologies, des tendinopathies, des douleurs articulaires. Nous, là où on est bon, on va pouvoir leur redonner du mouvement, retravailler la force, retravailler leur mobilité. Et derrière, il va falloir l'éduquer justement pour qu'il sorte justement de ce schéma de sédentarité, pour qu'il n'ait plus justement toutes ces mêmes habitudes et pour qu'à long terme, sa santé s'améliore et qu'il ne revienne pas avec non seulement une pathologie articulaire, mais aussi un diabète, avec des troubles associés, ce qu'on appelle des troubles associés, qui vont encore corrompre ses chances de guérison. Donc c'est assez important justement de faire de la prévention. Et je vous disais, plus vous l'avez jeune, le patient, plus vous pouvez agir jeune et plus vous allez lui donner des bonnes habitudes pour changer justement ce comportement sédentaire. Le rôle du kiné, il est multiple et il a beaucoup d'armes justement pour lutter contre cette sédentarité. Je vous dis, nous, on balaye tous les âges de la population, donc on peut aller du nourrisson jusqu'à la personne âgée. Donc on peut évaluer chez tout le monde dans notre bilan, dans notre anamnèse, dans notre interrogatoire. On peut lui proposer justement une grille, pourquoi pas, mais simplement déjà des questions sur sa sédentarité, sur ses habitudes de vie, sur ses loisirs, comment il se déplace, comment il va au travail, quelle est la quantité de sport qu'il fait dans la semaine, quelles sont ses habitudes au quotidien, est-ce qu'il fait du jardinage, est-ce qu'il est bricoleur. Donc tout ça, c'est des questions qu'on peut poser dans l'anamnèse si on a identifié justement que c'est une personne qui est fortement sédentaire et qui a des conséquences sur la pathologie. Donc il y a une grille qui est ici, qui est assez simple à utiliser, la grille de Ritchie et Gagnon. Donc vous avez un score sur 45, vous le faites auto-remplir la grille, il est dans la salle d'attente et vous lui donnez la grille, il remplit la grille. Plus il est proche de 45 et plus il va être considéré comme très actif, moins sédentaire. Plus il s'éloigne du 45, donc moins de 18, il est considéré comme inactif, mais il peut avoir encore moins de 18 et il peut être considéré comme très sédentaire. Donc c'est un score qui peut évoluer, justement, vous pouvez le faire en début de prise en charge et en fin de prise en charge, et avec l'éducation que vous allez lui donner, avec le renforcement musculaire, avec tout le travail que vous allez lui faire. Nous, on a vraiment un rôle de coach, et les qualités de coaching chez un kiné, on parlait tout à l'heure de la kiné du sport, les qualités de coaching, que ce soit pour un athlète de haut niveau ou pour un patient totalement sédentaire, elles sont très importantes, et encore plus chez un sédentaire, parce qu'il va falloir vraiment faire preuve de persévérance et justement essayer de le convaincre qu'il doit bouger. Quelqu'un qui n'aime pas du tout le sport et qui est réfractaire au mouvement,
peut-être que vous l'avez déjà vu, mais c'est très difficile à mettre en mouvement et à créer des habitudes. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile pour nous qui sommes kinés ou pour les étudiants. C'est assez simple à comprendre qu'il faut faire une activité physique régulière, mais pour les gens qui assimilent ça à du sport ou à un effort négatif, ça va être difficile justement de leur faire changer d'idée. Donc c'est à vous justement de devenir un bon conseiller, un bon coach, de trouver les bons mots justement, de leur faire prendre conscience que avec quelques mouvements, avec quelques gestes assez simples, vous allez pouvoir justement changer leur quotidien et améliorer leur santé à long terme. Donc on va agir sur toutes les générations, ça je vous l'ai déjà dit, du bébé jusqu'à la personne âgée. Donc le rôle du kiné est vraiment essentiel dans cette lutte contre la prise en charge, contre la sédentarité. Et on va être un acteur justement de prévention. Donc un patient qui vient pour n'importe quelle pathologie, vous pouvez justement en prévention lui parler justement de sa sédentarité, lui parler de sa quantité de mouvements par jour. Et ça c'est assez important en tant que kiné de faire justement de la santé publique et de partager ce message. Donc les recommandations, bien souvent on connaît, comme je vous disais, pour les adultes, on connaît les 150 minutes par semaine ou 75 minutes d'effort intense par semaine. Ça c'est seulement après 18 ans. Mais avant, en fait, il y a d'autres recommandations. Donc quand c'est un nourrisson, il doit être 30 minutes, comme je vous le disais, 30 minutes par jour en position ventrale quand il ne se déplace pas. Et quand il se déplace, il doit être stimulé tous les jours, un maximum en fait. Quand il est en situation d'éveil, il doit être stimulé sur le ventre, sur le dos. Vous voyez toutes les positions qui vont être amenées à développer sa psychomotricité, donc c'est assez important. Une fois qu'il va grandir, au-delà d'un an, là c'est plus 60 minutes par jour, mais c'est 180 minutes par jour. Donc c'est 3 heures par jour de mouvement. Les recommandations selon l'OMS pour justement développer ses habiletés motrices, qui sachent courir, qui sachent sauter, qui sachent s'orienter dans l'espace, qui connaissent le rythme. Tout ça, c'est important. Et c'est à cet âge-là, justement, que commencent les écrans. Donc, quelqu'un qui doit faire 3 heures d'activité physique ou 3 heures de stimulation psychomotrice qui ne les fait pas, ça va donner forcément un adulte qui ne va pas être dans le mouvement. Et après 5 ans, les recommandations sont de 60 minutes par jour et moins de 2 heures d'écran par jour aussi. Donc tout ça pour justement développer et pour devenir un adulte qui est en bonne santé. Et si vous voulez être un adulte en bonne santé, mais qu'en plus vous voulez optimiser votre santé, les recommandations, elles ne sont plus de 150 minutes par semaine, mais elles sont de 300 minutes avec des activités d'endurance, 2 fois par semaine des activités de renforcement musculaire, avec des muscles assez ciblés sur les membres inférieurs, notamment les fessiers, les mollets, et 2 à 3 fois par semaine des activités d'étirement et de mobilité. Vous voyez, on est loin des 150 minutes, c'est encore plus complexe en vrai, et c'est plus détaillé si on veut optimiser sa santé. Donc on doit vraiment comprendre que les recommandations, elles sont adaptées à chacun. Donc le kiné, il doit justement avoir ses outils en tête pour se dire, mon patient, c'est un patient qui a 5-6 ans, combien de mouvements il fait, comment il bouge, est-ce qu'il est un sportif ou est-ce qu'il est totalement sédentaire, il regarde beaucoup les écrans, est-ce que c'est en lien avec sa pathologie, est-ce que je dois faire de la prévention. Oui, c'est des outils qu'on a simples à portée de main et sur lesquels on doit sensibiliser non seulement l'enfant mais aussi ses parents, justement pour que ça devienne un adulte qui ne soit pas sédentaire ou le moins possible. C'est pareil aussi sur la personne âgée. Les personnes âgées, on en a beaucoup dans nos cabinets. Vous devez lui proposer justement toujours pareil les 150 minutes d'activité physique et vous devez aussi cibler les exercices d'équilibre et les exercices de renforcement selon leur pathologie et leurs antécédents. C'est vraiment dans les recommandations aussi. En plus des 150 minutes par semaine, vous devez leur proposer des exercices d'équilibre. Enfin, en tout cas, eux doivent faire des exercices d'équilibre. Donc nous, en tant que kiné, on est amené justement à orienter ces exercices-là, à adapter ces exercices-là en fonction justement de leur pathologie. Quelques repères que vous pouvez garder en tête qui sont assez simples, donc 10 repères que vous pouvez partager avec vos patients ou avec les gens qui vous entourent. Toutes les occasions sont bonnes pour bouger, donc je dois justement ne pas négliger la moindre occasion pour bouger, que ce soit pour me déplacer, pour aller au travail, pour faire mes courses. Toutes les occasions sont bonnes et je n'assimile pas ça qu'à une activité physique et sportive, mais aussi à tous mes mouvements du quotidien, le jardinage, le bricolage.
ça vous le savez. Donc je dois bouger tous les jours, parce que vous avez vu les recommandations, elles sont assez importantes. Et si je ne bouge pas tous les jours, je suis en dessous des recommandations. Donc je ne dois pas me dire que voilà, tous les jours, je dois bouger. Je dois prendre du plaisir aussi. Plus je prends du plaisir, plus ça va être facile pour le patient et pour la personne de bouger, pour nous aussi. Si on fait une activité qu'on aime, on va le faire beaucoup plus facilement. J'augmente progressivement. On est bien placé justement pour savoir que si on ne respecte pas la progressivité, on va aller vers la blessure. Donc c'est important justement pour nous de leur indiquer que oui, je dois bouger tous les jours, oui, toutes les occasions sont bonnes, mais par contre, je ne fais pas n'importe quoi, je ne me lance pas à corps perdu et je ne vais pas courir tous les jours si je n'ai jamais couru. Je vais rester progressif, je mets du repos entre les séances de sport. Je ne fais pas que du sport, je fais aussi du bricolage, je fais aussi de la marche, je fais aussi d'autres activités qui me font bouger et qui ne sont pas forcément assimilées au sport. J'adapte mon activité, ça c'est évident aussi, donc je dois adapter mon activité à mon niveau, à mes capacités aussi. Donc, je reste motivé. Comment garder la motivation? Comment rester motivé quand on n'est pas du tout sportif? C'est assez difficile. Il y a une chose qui est assez importante, c'est l'interaction sociale. Le fait d'associer le mouvement aux interactions sociales, ça va souvent motiver justement le patient ou la personne que vous avez en face de vous à rester en mouvement. Je pense à me lever, ça c'est un truc qui est assez simple. Donc penser à se lever, on va casser la sédentarité juste en se levant. Le fait de passer de assis par exemple à debout, que ce soit au travail ou que ce soit dans la vie de tous les jours, on va multiplier par 2 les dépenses énergétiques. Et je vous rappelle que la sédentarité justement c'est de passer beaucoup de temps avec une très faible dépense énergétique. Donc quand je suis éveillé, je passe le plus de temps possible debout, et quand je suis assis, je pense à me lever. Normalement, les recommandations sont entre 30 et 60 minutes. Toutes les 30 ou 60 minutes, si je travaille assis, je dois me lever. Donc au travail, ça va être tous les conseils qu'on peut donner d'aller chercher un café ou de monter les escaliers, tous les conseils d'ergonomie qu'on peut donner qui vont amener à se lever de façon régulière. J'inclus tout ça dans mes habitudes. Tout ce qui s'inclut dans mes habitudes, ça devient mon quotidien et je ne réfléchis plus, je ne fais plus d'efforts, je n'ai plus besoin de motivation si ça fait partie de mes habitudes. Donc ça, c'est aussi important. On va en reparler. C'est l'affaire de tous, c'est-à-dire que même les institutions, que vous soyez employeur, que vous soyez employé, que vous travaillez à l'école ou que vous soyez enseignante, donc tous, on doit avoir le même discours, qu'on soit professionnel de santé ou pas. On doit justement avoir ce discours parce qu'on est tous concernés, comme je vous l'ai dit, du nourrisson jusqu'à la personne âgée. Tout le monde est concerné par cette lutte contre la sédentarité. Donc moi, j'ai mis en avant dans mon livre 20 solutions qui sont assez simples à mettre en place. Je vais vous en développer ici rapidement 5. Évaluer la sédentarité. Nous, quand on est kiné, dans notre anamnèse, je vous en ai déjà parlé, faire passer des grilles. Mais si vous êtes patient et si vous voulez évaluer votre sédentarité, vous avez des grilles qui sont assez simples à faire. Combien de temps je passe assis? Est-ce que c'est lié à mon travail? Est-ce que mon travail est sédentaire? Donc, pour lutter contre la sédentarité, j'évalue justement cette sédentarité. Je crée des routines de mouvement. Créer des routines de mouvement, c'est-à-dire que moi, en tant que kiné, je peux donner justement des routines de mouvement à mon patient. Si mon patient il est totalement inactif, je vais vraiment lui mâcher le travail, lui dire, après le travail, tu vas marcher pendant un quart d'heure, puis tu vas faire du renforcement musculaire quand tu vas être assis. Donc ça peut être des gestes assez simples, hein. Le renforcement musculaire, pas forcément besoin d'aller dans une salle de sport, vous savez. Il va faire quelques flexions sur sa chaise, même s'il est assis au travail. Ou alors s'il a honte de faire des mouvements devant ses collègues, il peut juste contracter ses fessiers ou justement monter. Voilà, c'est le minimum qu'il puisse faire pour renforcer un petit peu ses fessiers, renforcer ses mollets, qui sont 2 muscles assez clés pour justement faciliter le mouvement, pour préparer le mouvement. Réduire les écrans, ça vous le savez, je vous le répète encore, on en a parlé tout à l'heure, mais réduire les écrans, il faut trouver justement un moyen de réduire les écrans chez votre patient s'il est sédentaire ou chez les gens qui vous entourent. Maintenant que vous avez écouté mon discours, vous devez aussi vous être ambassadeur de ce discours-là. Donc réduire les écrans, c'est difficile, mais au moins 1 heure par jour, on a vu que ça a amélioré justement, ça a des conséquences sur la santé et notamment sur les risques de cancer. Donc déjà commencer de réduire 1 heure par jour, de mettre des limites, c'est-à-dire que les écrans, c'est pas en illimité, c'est comme Netflix ou Uber Eats, c'est jamais en illimité. Donc le trio infernal, Uber Eats, Netflix et le canapé aussi, tout ça, ça renvoie à la sédentarité.
Et ça doit être limité. Ça doit être limité dans la semaine, ça doit être limité en heures. Ouais, il doit y avoir une limite. Donc chacun peut trouver sa limite, mais il doit y en avoir une. Chez certains, c'est en illimité. Et c'est là où justement on tombe dans la grande sédentarité. Et ce qui peut être important, c'est de justement sensibiliser vos patients et leur dire ok, on va continuer à prendre du plaisir à regarder Netflix ou à être sur le canapé, mais on va juste mettre déjà une limite dans un premier temps. Puis ensuite, on va réduire cette limite, on va enlever une heure. Et puis comme ça, il va aller justement avec les exercices, les routines que vous lui avez données, avec les exercices que vous lui avez donnés, progressivement, il va aller justement vers moins de sédentarité. Vous voyez, on doit s'adapter aux patients et on doit y aller surtout progressivement. Mais je vous dis, c'est pas facile. Hein. Si vous avez déjà essayé de motiver quelqu'un qui n'est pas du tout sportif, et si vous tout de suite vous le mettez, vous essayez de lui donner des exercices, ben ça ne va pas marcher, il ne va pas les faire. Ce sera un échec pour vous. Les interactions sociales, ça marche très bien. Donc les interactions sociales, vous avez tous vu, vous avez tous les applications de 10 000 pas ou les applications où on rentre tous les jours ses pas et on gagne des points, on gagne de l'argent. Vous voyez, ben ça c'est de l'interaction sociale. C'est l'utilisation justement des applications qui peut être aussi bénéfique. Donc je vais partager mon nombre de pas tous les jours. Je vais trouver un club de marche, je vais trouver un club sportif, je vais me licencier. Toutes les interactions sociales qui vont être liées au mouvement vont être bonnes à prendre. Donc c'est une solution assez importante et avec laquelle on peut améliorer la lutte contre la sédentarité. Je vais vous proposer un petit quiz. Vous avez tout écouté, un petit quiz, mais là vous allez répondre justement en mouvement. Donc ça va être assez simple. Quand c'est faux, quand vous n'êtes pas content, vous vous levez, parce que quand on n'est pas content, on proteste. Donc là, vous êtes bien assis. Quand c'est vrai, vous pouvez rester assis. Quand c'est faux, vous vous levez. Essayez juste voir si ça marche toujours. Vous levez. Vous essayez. C'est bon. Ça marche chez tout le monde. Tout le monde peut se lever. Donc je fais une activité physique quand je danse, je fais le ménage, je monte les escaliers ou je me déplace à vélo, à pied ou à vélo. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que tout est vrai? Est-ce que tout est faux? Tout est vrai, vous restez tous assis, c'est vrai. Voilà, très bien, vous êtes tous restés assis. C'est très bien. Deuxième question, il faut que je fasse plusieurs heures de sport par jour pour ressentir les bienfaits de l'activité physique sur ma santé. Il faut que je fasse plusieurs heures de sport par jour. Est-ce qu'il faut que... Très bien, vous vous levez tous. Vous pouvez rester debout. Troisième question, je ne peux pas faire une demi-heure d'activité physique par jour. Cela ne sert à rien que je pratique une activité physique pendant 15 minutes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Très bien. Vous pouvez vous rasseoir. Quatrième question, si je fais suffisamment d'activité physique, est-ce que je peux rester assis longtemps et sans avoir d'effet sur ma santé? C'est vrai ou c'est faux? Très bien, c'est faux. Donc j'aurai quand même des conséquences sur ma santé. C'est ce qu'on appelle justement les sportifs sédentaires. C'est-à-dire qu'ils font même beaucoup d'heures de sport par jour, mais par contre, à côté de ça, ils vont rester 8 heures assis au boulot. Même s'ils font 2 heures de sport par jour ou 3 heures, ce qui est énorme, mais si à côté de ça, ils restent 10-12 heures assis sur leur ordi ou au boulot, ça devient des sportifs sédentaires. Et il va y avoir moins d'effets sur leur santé que les autres, mais il peut y avoir aussi un effet. À 65 ans, démarrer une activité physique est inutile et trop tard pour en tirer les bénéfices. Évidemment, c'est faux. Il n'y a pas d'âge. Très bien, c'est faux. L'activité physique permet de réduire les risques de développer certaines maladies. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, vous êtes tous restés assis, très bien. Et dernière question, la sédentarité et l'inactivité physique, c'est la même chose? C'est faux, exactement. C'est pas la même chose, parce qu'on a vu qu'on pouvait être inactif, on pouvait être sédentaire, mais quand même avoir une activité physique. Le fait d'être inactif, c'est de ne pas respecter les recommandations. On en a déjà parlé. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions? Bon, c'est que j'ai été clair alors. Voilà, c'est à vous maintenant de propager le discours et de répéter la même chose à vos patients ou à vos amis ou à votre famille. Merci à tous.